Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournal. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Messieurs, dames, bonjour à tous, bande d'affreux Jojo, ça y est, 16h47, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Il est l'heure du Juste Bistrot les copains, on se retrouve en ce joli 24 octobre 2024, 392e Juste Bistrot de ce nom les amis, très heureux de vous retrouver. Alors, je vous le dis tout de suite, pour ceux qui se sont dit hier, mon Dieu, mais où est-il? Où est-il? Il n'y a pas de Juste Bistrot. Que va-t-on devenir? Et je vous ai entendu. Mais il s'est passé ce que je vous avais annoncé. Il s'est passé un enregistrement avec Juan Branco hier pour un interview. Et on a battu le record de l'interview le plus long de l'histoire de Juste Milieu. La volonté, c'était pas ça. Mais c'était tellement intéressant. Ça s'est tellement bien passé. Il y a eu du débat. Il y a eu de la question. On a parlé de beaucoup de choses. Et donc, il y a 2h20 de vidéo. Voilà. Donc, je vous le dis tout de suite, ça arrivera dimanche. Ça sort dimanche soir. On a un petit peu bouleversé le programme des vidéos. Dimanche soir sur Juste Milieu, interview exceptionnelle de Juan Branco. Et là, je pèse mes mots. Voilà. Et je pèse Momo également, parce que j'ai beaucoup de passion pour tout ce qui est pèse personne. Là, c'est musclé à la fois autour de son dernier livre, hein, Comment
construire une guillotine, donc déjà voilà, le ton, tout est dans le titre, on a envie de dire, et aussi parce qu'on a parlé de sujets chauds, on a parlé de rumeurs, on a parlé des élections présidentielles de 2027, on a parlé de Zoé Sagan, on a parlé de beaucoup de choses avec Juan Branco, donc ça arrive dimanche à 20h30 ou pas 30, je sais plus, attendez, à 20h, déjà c'est 20h. Ah voilà, il commence l'autre, attention. Attention, il va y avoir bagarre à tout moment dans ce bureau. Déjà c'est 20h, et ensuite je t'emmerde. Ça va. Je te présente Jean-Marie. Jean-Marie Le Peigne. Je vais bosser, moi. Allez, Salut, salut. Jean-Marie Le Peigne, c'est un peigne en fait. Attends, parce que là c'est lumière. Mais voilà, non mais j'ai des assistants. Ça faisait reflet en fait. C'est normal ça? Ah, voilà. Là on est bien. Là on est bien les amis. Donc voilà. Juan Branco, 20h30 sur YouTube, sur Juste Milieu les copains. Il va y avoir de quoi bricoler, de quoi rigoler. Voilà. En attendant ce soir, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour ce Juste Bistrot? On a de belles choses. On va revenir sur l'affaire Andy Carbrat. Bon, on a dit beaucoup de choses, on en a parlé dans la farce tranquille. On va pas revenir sur l'affaire en tant que telle, mais les réactions médiatiques qu'il y a eu, à peu près de tout, provenant de plusieurs camps, hein, pas seulement la France insoumise. Je crois qu'ils sont tous tarés en fait, hein. Je crois qu'ils sont tous tarés, donc on va revenir là-dessus. On va se fendre la gueule parce que les réactions sont toutes plus dingues les unes que les autres. On ira aux États-Unis. On ira aux États-Unis avec les démocrates qui jettent leur dernière force dans la bataille. Alors vraiment, tu sens que le mode panique est activé et les mecs nous sortent n'importe quoi, donc on va regarder ça. Et puis on sera pas mal. On sera déjà pas mal, non? Non, vous trouvez pas que c'est bien? On va voir. On va voir. Et oui, budget. Budget 2025 aussi, on va parler de ça. On a eu un article très intéressant dans l'opinion. Je voulais revenir avec vous là-dessus. Pour ceux qui n'auraient peut-être pas compris encore que tout ça était une vaste blague. Voilà, mais au moins c'est expliqué dans l'opinion du 23 octobre. On en parlera tout à l'heure. Donc ça nous fait un joli programme. Ça nous fait un joli programme jusqu'à 18h, les copains. On est ensemble et on papote, on discute. Et puis à tout moment, je peux parler d'autre chose, hein. Vous connaissez la maison, hein. Il n'est pas impossible que je fasse 37 minutes sur le saucisson aussi. Donc c'est aussi, voilà, moi je vous annonce un programme. Derrière, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est pas mon problème d'une certaine manière. Donc voilà. Merci à Twitch de Sam pour le sub Prime 14e mois. Merci beaucoup camarades. Merci les amis, voilà, qui subaient. Je sais pas comment ça se conjugue, mais en tout cas vous êtes là. Vous êtes dans la pratique du sub, pratique numérique de l'internet. Donc ça fait plaisir. Les copains, sur tout ça. Alors, on va y aller plein gaz, on va y aller plein badin. Alors, je le redis, après on attaque le programme. Tous les camarades de Twitter et Facebook, venez sur Twitch, venez sur Twitch. Vous êtes de plus en plus nombreux, vous nous donnez de la force. Il y a plein de gens qui arrivent et qui déboulent, qui disent qu'est-ce que c'est que cette histoire. Donc vous venez maintenant. Tu vois, je suis obligé de le dire à chaque fois, ça énerve tout le monde. On en a tous marre, on n'en peut plus. Mais bon, bah voilà, je le fais. Parce que je suis professionnel. Professionnel avant tout, à faire mes petites annonces. Voilà, petites annonces. Et d'ailleurs, hier, je suis tombé par hasard sur des extraits des petites annonces d'Elysée Moon. Bah, ça m'a rappelé à quel point c'était drôle. Voilà. Donc tu vois, tout de suite, quand je vous disais que ça peut partir en couille dans tous les sens, quand j'ai une idée en tête, je peux vous faire 10 minutes là-dessus, et bah typiquement, les petites annonces d'Elysée Moon, c'était vraiment super. Vraiment super. C'était la belle époque. Voilà, la belle époque d'Elysée Moon. Depuis, c'est autre chose. Ça a évolué. C'est un autre délire. Alors, je vois Snimnard dans le chat qui est bouillant, qui dit faudra expliquer comment la coke et les drogues de synthèse semblent maintenant à la portée de tout le monde. On y va. On y va avec l'affaire Andy Carbrat. On y va plein gaz parce qu'il y a de quoi se fendre la gueule. Il y a de quoi s'interroger très profondément sur l'état de nos élites. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Les amis. Et on y va avec l'affaire Andy Carbrat. L'affaire Andy Carbrat, vous avez suivi, on en a déjà beaucoup parlé depuis le début de la semaine. On en a beaucoup parlé dans la farce tranquille notamment. Donc je vous relate pas, hein, je redis pas tout ce qui a été dit déjà. Je vous renvoie vers la farce tranquille ou l'épisode du Juste Bistrot il y a 2 jours. Mais on a une illustration parfaite en ce moment de avec des amis comme ça, vous n'avez pas besoin d'ennemis. Vraiment, c'est extraordinaire. Donc on a des réactions, on a du Sandrine Rousseau, du Manon Aubry, du Marlène Schiappa. Enfin, c'est un festival.
C'est un festival de réactions. Et vraiment, ça rend mais fou. Parce que, pour rappel, hein, dans le monde normal, quand vous vous faites choper en train d'acheter de la drogue, ce qui est illégal, hein, rappelons-le, aussi bien vendre que acheter et consommer, euh, vous la fermez, en fait, le truc. Le truc, c'est que tu fermes ta gueule, en fait. T'as acheté, t'es hors la loi, terminé, tu vois. Après, tu peux faire des grands raisonnements, mais non, en fait, c'est comme ça. Tu vois, à ton boulot, si tu te fais shipper sous drogue, t'es viré. Genre, un chauffeur-livreur, il se fait shipper, il a fumé du cannabis, il est viré. Un boulanger, c'est pareil. Enfin, la vie normale, c'est comme ça. Alors, pour vous résumer l'affaire Andy Kerbrat, enfin, non, pas pour résumer, mais le point de départ, c'est un mec, il se fait shipper. Déjà, le mec en lui-même fait un communiqué dans les heures qui suivent et dit oui, oui, non, mais bon, d'accord, je me suis fait attraper, mais quand même, j'aurais préféré que ma famille soit informée par moi-même. Or, c'est un journal d'extrême droite qui a révélé l'affaire. Et le mec nous dit, Andy Kerbrat dit, ce qui interroge sur la porosité entre les médias et la police. Donc, le mec te dit, en fait, le problème, c'est quand même l'extrême droite. C'est lui qui achète la substance 3-MMC, potentiellement pour les fameuses pratiques de chemsex, on en parle beaucoup, mais à la limite, ça, c'est pas le problème, il fait ce qu'il veut. Mais le problème, c'est quand même l'extrême droite. Donc le point de départ, il est là. Le point de départ, il est là. Et petite précision, ah oui, parce que ça, c'est un truc qui m'a énervé. J'ai vu un truc qui m'a énervé, certains commentaires sous la farce tranquille, mais ça fait partie du débat. Il faut répondre gentiment. J'ai vu des gens qui, une fois de plus, et je le dis maintenant, et je le dirai sûrement après, parce que je vais m'emballer, à mon avis. Euh, j'ai vu des commentaires sous la farce tranquille de gens qui me disaient oui, mais toute façon, tu tapes tout le temps sur la France insoumise et tu épargnes le RN. Alors, les amis de la France insoumise, peut-être qu'il y en a qui regardent cette vidéo aujourd'hui au risque d'être un peu brute parce que je pense que c'est fatigant pour tout le monde en fait et ça sert à rien de vous infliger ça. Si vous faites partie des soutiens de la France insoumise, qui pensez profondément que toutes les affaires qui sont liées à des membres de votre parti, du parti que vous défendez, si vous pensez que toutes ces affaires-là, c'est la faute de l'extrême droite, de Macron et de Bolloré, effectivement, le mieux est que vous ne regardiez pas le juste milieu, de manière générale. Parce que je pars d'un principe simple, on l'a déjà dit 1000 fois, je commande des affaires. Je commande des affaires. C'est-à-dire que c'est pas moi qui décide en fait. Quand Katniss frappe sa gonzesse, c'est pas moi qui lui demande. Quand l'autre achète de la drogue à un dealer mineur, c'est pas moi qui décide. Quand il y a l'affaire des collaborateurs au Parlement européen du côté du RN, c'est pas moi qui décide. Quand les 3/4 du gouvernement de Macron sont constitués de pourris, c'est pas moi qui décide. Donc en fait, je suis un commentateur de l'actualité. Il y en a certains qui n'ont pas encore compris le truc. Et si vous voulez, ce qui rythme mes émissions, ce qui rythme mes sujets, c'est l'actualité. Donc c'est pas moi qui la fixe. Si les médias parlent de 7 affaires autour de la France insoumise et 3 autour du RN, le ratio n'est pas de mon fait. C'est pas moi qui ai décidé le ratio. Donc, au bout d'un moment, ce qui me fatigue avec les soutiens les plus aveugles, et je sais qu'il n'y en a pas beaucoup dans l'équipe juste milieu, les soutiens les plus aveugles de la France insoumise, c'est qu'à un moment donné, le problème ne peut pas tout le temps venir de l'extérieur, si vous voulez. Ça ne peut pas tout le temps être la faute des autres. Il faut peut-être aussi considérer l'option que dans votre parti, il y ait des salauds. C'est possible aussi, tu vois. Comme dans tout parti, la question n'est pas là. Mais au bout d'un moment, quand vous avez écumé tous les arguments pour tenter de dire oui, mais en fait, la Macronie aussi a des salauds. Oui, mais en fait, il y a aussi d'autres députés qui font ça. Oui, mais en fait, c'est les journaux. Oui, mais en fait, c'est l'extrême droite. Enfin, au bout d'un moment, ça ne marche plus. Et je le redis, parce que c'est un truc qui m'énerve, on le dit 1000 fois, et ça me rend fou, mais pour ceux qui pensent qu'en commentant ça, je m'acharne sur la France insoumise. Pour ceux qui pensent que c'est plutôt moi qui décide en fait de choisir telle ou telle affaire. Quand on essaie de se rassurer en plus en disant ouais mais il y a des affaires du côté de la France insoumise, mais chez Macron aussi ils ont fait ça, chez RN aussi ils ont fait ça. Mais si vous voulez, moi mon point de départ c'est de dire ne sombrons pas dans le tous pourri parce que ce serait trop facile. Pour autant, ça n'est pas un argument de protéger son camp en disant il y a des salauds dans les autres partis. C'est dire le niveau de notre monde politique. On est à un point où aujourd'hui, les gens, quel que soit le parti, les soutiens, les électeurs, tout ce que vous voulez, se rassurent en disant bah ok, dans mon parti, il y a un député qui a frappé sa gonzesse, mais
dans l'autre partie, il y en a un qui a aussi frappé sa comtesse. Donc, dites-vous où on en est. Et ce que je dénonce, c'est ça. Ce que je dénonce, c'est ça. Après, demain, il y a 14 affaires qui touchent des députés du RN, je parlerai des 14 affaires. Alors, et je vois venir l'argument qui serait de dire, oui, mais il y a un acharnement médiatique contre la France insoumise. Je dis pas oui, je dis pas non. Peut-être, peut-être. Je pense que par moment, notamment sur la période Rima Hassan, oui, elle a mangé plus que de raison dans les médias. Ça, je veux bien. Mais le mec qui se fait chipper en train d'acheter de la drogue, pour prendre l'affaire la plus récente, sans parler d'un autre membre de la France insoumise qui était accusé de pédocriminalité, sans parler du député de la première circonscription d'Isère qui s'est retiré pour violence conjugale. Si vous voulez, ce ne sont pas les médias qui décident là encore. Après, peut-être qu'il y a 14 autres députés qui ont acheté de la drogue dans le métro, qui se sont fait prendre en flagrant délit et les médias n'en ont pas parlé. Peut-être. Pour être sérieux, je ne nie pas qu'il soit peut-être plus facile pour les médias de parler de la France insoumise que du RN ou des affaires de la Macronie. Je ne le nie pas. Mais pour autant, dès que j'ai des billes médiatiques pour parler de ce genre d'affaires sur Juste Milieu, je le fais. Et donc, à un moment donné, il faut aussi que les électeurs de la France insoumise comprennent qu'ils sont représentés par des tocards. Et que les têtes médiatiques qu'il y a qui protègent ce genre d'affaires nuisent à la farce tranquille. Qu'est-ce que je raconte? Alors oui, de fait, oui, nuisent à la France insoumise, pardon, à la farce tranquille. Oh le lapsus. Et en plus, voilà, lapsus terrible, c'est exactement ça. C'est que ça nuit à la farce tranquille parce que ça devient une émission, c'est de la presse people. Tu vois. Excellent lapsus. Alors là, la leçon parfaite de lapsus. Donc ça me fatigue en fait, l'incapacité des électeurs à dire, mais en fait, une fois qu'on a écarté les gens qui posent problème, c'est très bien la France insoumise. Moi, je vous l'ai déjà dit et je le redirai. Il y a plein d'idées, il y a plein de piliers du projet politique de la France insoumise avec lesquels je suis d'accord. Vraiment. Mais écartez les gens qui vous nuisent. Écartez ces gens-là. Et après, vous allez avoir un parti carré. Mais quand la première réaction de Mathilde Panot concernant l'affaire Kerbrat, c'est de dire ouais, ben on espère qu'il va revenir dans nos rangs et tout. Mais enfin, en termes d'exemplarité, de cohérence et tout, vous n'êtes pas au rendez-vous. Donc bref, j'avais dit que je ne reparlais pas de l'affaire et finalement je m'emballe. Merci à Sikoyo pour le subprime 9e mois, merci beaucoup. Et Hervéro pour le sub 18e mois, merci les amis. Magnifique lapsus d'école. Et donc on y va dans les réactions parce que on a vraiment une collection de trucs. Je vous les montre un par un et après on papote. Après on essaie d'analyser ce qui peut l'être, même si c'est assez simple. Je prends vos messages quand même. Il y a Kundune 73 qui dit « C'est certain, la Macronie est au pouvoir et le RN ce sont les prochains, donc les médias vont pas taper trop fort. Il y a des guignols partout, mais entre deux affaires, les médias choisiront toujours LFI. » Je suis pas franchement d'accord avec toi. Que les médias protègent la Macronie, là je te rejoins à 100%. Mais je crois qu'il faut aussi accepter une chose, c'est que la normalisation du RN et la fameuse dédiabolisation fonctionnent. Parce que regarde au moment des législatives, quand il s'agissait de décrédibiliser le RN, on allait chercher la photo du profil Facebook de 2012 d'une candidate dans une circonscription dont personne n'en avait quelque chose à foutre. Donc les médias sont capables d'aller trouver des trucs sur le RN. Je pense juste, et c'est pas à l'avantage du RN, ils ont énormément de casseroles qui ressortiront tôt ou tard. Mais je pense qu'effectivement, les médias arbitrent, et ça va dans le sens du prochain parti que le système veut faire gagner, en l'occurrence le RN et Bardella. Mais pour autant, si, en fait, si, je m'écoute parler, au fond, je suis d'accord avec toi. Et peut-être que ça peut se résumer comme ça. Peut-être que c'est peut-être aussi simple que ça. C'est possible, je ne sais pas. Tu vois, c'est dire à quel point je réfléchis. Ouais, qu'une 73, tu as raison, mais pour l'instant, il ne faut pas trop taper sur le RN. C'est possible. Maintenant, est-ce que demain, tu vois, si tu as une affaire similaire de violence conjugale, de drogue, de je sais pas quoi, je pense que les médias le feraient quand même. À la fois, je pense qu'il y a une normalisation du RN qui fonctionne. C'est qu'ils arrivent à éviter les dingueries, même si tu en as tout le temps. Hein. L'affaire là, des assistants parlementaires est en plein procès. Il y en aura tout le temps des dingueries. Aucun parti n'est irréprochable. Donc je pense que d'un côté ça marche et de l'autre côté les médias jouent la montre parce qu'effectivement ils ont plus intérêt à taper sur LFI que sur le RN en termes de protection du système. Ça par contre je peux m'aligner sur ce truc-là avec plaisir. Ouais. Best Ista Ever, je prends vos messages après on regarde les séquences, qui dit « Et l'idée du projet d'Alexis Poulain, tu en as parlé, je suis arrivé trop tard ou tu ne le prends pas au sérieux ?» J'en ai pas parlé publiquement on va dire.
J'en parlerai avec lui d'abord, parce que je veux pas donner mon avis, puisqu'on s'en fout de mon avis, et qu'à la limite, si lui me le demande, je peux le donner. Mais je sais pas à quel point tout ça est sérieux, tout ça est réfléchi, j'en sais rien en fait. J'ai vu la vidéo chez Mike Borowski comme vous, j'en sais pas plus. Donc voilà. Et qu'une Dune 73 qui dit c'est aussi que la LFI, tout le monde ouvre sa gueule alors qu'au RN, ils doivent pas faire de vagues. C'est possible aussi, je pense que c'est multifactoriel. C'est une grande réflexion, enfin, on en a beaucoup parlé, on en parle souvent. On y va sur les séquences les amis, pour se fendre la gueule. Sandrine Rousseau, le 22 octobre, écoutez bien, on commence avec du très très lourd en réaction à l'affaire Andy Carbrat. On rappelle le contexte, Sandrine Rousseau, Europe Écologie Les Verts, proche de la gauche et l'extrême gauche, et qui a donc fait partie du NFP. Donc il y a quand même une question de proximité. Et donc il doit rester en poste. Il doit rester en poste et continuer à incarner l'exemplarité. Oui, il doit rester en poste et il doit au contraire incarner un autre discours sur la consommation de drogue. Je rappelle que la France est un des pays, si ce n'est le pays qui a la législation la plus dure sur la drogue des pays de l'OCDE. Et en fait, nous sommes parmi les pays les plus consommateurs. Donc il faut sortir d'un tout répressif. Je sais que c'est difficile à entendre. Je sais que c'est à revers de tout ce qu'on fait en France depuis des années. Mais la politique répressive de la France en matière de drogue est non seulement un échec, mais en plus elle met en danger les personnes, puisque on le voit là, eh bien, on va consommer des produits dont en plus je ne suis absolument pas certaine qu'il connaissait la contenance précise de ce qu'il achetait, c'est-à-dire que ça pouvait très bien être issu d'un trafic et de produits coupés qui auraient pu mettre sa vie en danger. Donc voilà. Donc Sandrine Rousseau nous explique qu'elle n'est même pas certaine qu'il savait ce qu'il y avait dedans. C'est vrai que peut-être qu'il y avait de la rosette de lion. Et là, il se serait dit merde, je suis pas dans une boucherie. Enfin. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être qu'il va voir un dealer et excuse-moi, tu me dealer. Pour ça, c'est pas marrant. Mais Sandrine Rousseau, voilà. En fait, je vous ai mis tout de suite la barre en très haute altitude. Voilà. Pour vous dire où on en est en termes de volonté de ses collègues politiques de dégager le truc. La meuf te dit on sait pas ce qu'il y a dedans. Alors après elle t'explique des choses mais complètement dingues, c'est complètement taré, genre écoutez bien des produits issus d'un trafic, sans déconner. Je suis absolument pas certaine qu'il connaissait la contenance précise de ce qu'il achetait, c'est-à-dire que ça pouvait très bien être issu d'un trafic et de produits coupés qui auraient pu mettre sa vie en danger. Donc vraiment... Voilà. Des produits issus d'un trafic. Donc Sandrine Rousseau a 2 doigts de découvrir le trafic de drogue en fait. C'est-à-dire qu'il fait qu'il y a des gens qui importent la drogue, qui la coupent, qui la bricolent, qui la machin, qui la vendent à des petites mains, qui gagnent un peu de pognon, tu vois. Elle est à 2... Mais c'est con, parce qu'elle passe pas loin. Elle passe pas loin de découvrir ça. Elle te dit, il a acheté des trucs, alors on sait pas ce que c'est. Hein, même lui, peut-être il pensait que, je sais pas, c'était des vis ou des culs de poule. Je sais pas. Et en plus, non seulement il savait pas, et en plus, le pauvre, t'imagines, il achète un truc issu d'un trafic. Et peut-être même, le mec, il sortait d'un trafic. Le véhicule. Donc, il avait un produit issu d'un trafic, d'un mec issu d'un trafic. Non, mais c'est pas possible. Et elle passe pas loin, vraiment, Sandrine Rousseau. C'est que du plaisir. Et puis, elle a enchaîné, la bougresse. On reviendra, évidemment, juste après. On se posera des questions sur pourquoi cet acharnement à défendre aussi bêtement Andy Carbrat, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, et c'est très intéressant, ça va créer du débat. Il y a Elastic Trader qui dit « Hello, je ne trouve pas le traitement juste pour être honnête, tu déformes un peu ses propos. » Alors, par rapport à quoi, camarade ? Là, je t'avoue, avec grand plaisir pour débattre, mais je ne vois pas vraiment où est-ce que j'ai déformé quand elle nous dit peut-être qu'il ne savait pas ce qu'il y avait là-dedans. Je vois pas vraiment ce qui est déformé, mais n'hésite pas, je surveille le chat pour voir ta réponse. Autre séquence de Sandrine Rousseau le 23 octobre sur RMC. Là encore, écoutez bien. Peut-être un devoir d'exemplarité, non ? Il a un devoir d'exemplarité, absolument. C'est Par pour ça ailleurs, qu'il il enfreint la loi. Il y a quand même aussi une question du rapport à la loi. Quand on est celui qui écrit la loi, qui vote la loi, et qu'on enfreint la loi, ça oui, mais bien sûr. Tout ça, c'est pas... Tout ça, évidemment c'est bon, tout ça, c'est OK, tout ça, il n'y a pas de problème. Évidemment qu'il y a un problème avec ça. Évidemment qu'il doit payer devant la justice, et il le fait. Mais quand il y a eu un autre député macroniste qui s'appelle Pellerin, qui a lui aussi été pris en consommation de cocaïne, mais je n'ai pas demandé sa démission de la même manière, parce que je pense que nous devons vraiment avoir... Encore une fois, je le dis, ces gens sont
sont malades de leur addiction. C'est une maladie, l'addiction. Il aurait un cancer, on n'aurait pas du tout le même regard. C'est une maladie, l'addiction. Alors oui, c'est une maladie qui Donc conduit pour vous, il n'est que enfreindre victime. la À loi. aucun moment, il y a le choix conscient. Vous n'imaginez pas du tout la conscience de l'être humain qui décide à un moment quand même de... Quand on est en addictologie, c'est précisément ça, c'est qu'on est dépendant. On est dépendant et ça fait faire les plus grandes conneries. S'il a fait une connerie, il n'y a pas de doute là-dessus. Et il doit payer pour cela. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et Il y en a tant qu'il n'est aucun. pas totalement soigné, peut-il continuer à rester député? Alors ça, je pense qu'il faut vraiment qu'il s'engage dans un parcours de soins. Là, par contre, pour moi, ce sera vraiment la ligne rouge très importante dans ma position. Il ne peut... Voilà. Donc, honnêtement, ça me fait rire jaune, hein, les amis. Ça me fait vraiment rire jaune parce que maintenant, on t'explique que, en termes d'addictologie, c'est une maladie. Et Sandrine Rousseau, sans trembler de la poubelle jaune, nous dit oui, mais en fait, s'il avait été cancéreux, on l'aurait pas regardé comme ça. Donc en fait, elle te dit, quelqu'un qui va acheter de la 3-MMC, rien ne prouve que c'est une question d'addiction d'ailleurs. Est-ce que c'était à usage festif ou addictif? Rien ne le prouve, absolument rien. Ou alors elle a des infos qu'on n'a pas. Et ce qui veut dire que si, d'ailleurs, pour la petite parenthèse, si Sandrine Rousseau a des infos sur le fait que M. Kerbrat est addict à cette drogue, et donc qu'il en consomme depuis plus longtemps, à un moment donné, il va falloir se poser la question qui fâche de s'il a une consommation depuis longtemps, avec quel argent achète-t-il cette drogue? Parce qu'en tant que député, sa principale source d'argent, c'est l'argent de la République. Donc on fait comment, du coup? C'est pour ça, en fait, leur défense, le problème, je trouve, met le mec dans la merde, mais plus que jamais. Parce que là, maintenant, au-delà de l'indécence, à tes souhaits, hein, au-delà de l'indécence qu'il faut pour comparer quelqu'un qui achète de la drogue et un cancéreux, je veux dire. Mais on en est où, en fait? On en est où? Enfin, honnêtement, je trouve ça lamentable. En fait, ça me fait même pas marrer. Vous vous rendez compte que le type qui achète de la drogue, bon, oui, il peut faire un parcours de soins, c'est super. C'est là, en plus, dans les élites, on y viendra, parce que je ne veux pas mettre la conclusion maintenant, mais lui, à la limite, il fait un parcours de soins. Il va en cure, il peut peut-être se débrouiller. Le cancéreux en phase terminale, il fait comment, en fait? Il fait quoi? Il faut arrêter, c'est lamentable. À la fois, comment dire, ce relativisme permanent, c'est que tout se vaut. Tout se vaut, finalement. Le drogué, c'est un malade comme les autres, que c'est un cancéreux, qui lui-même est je sais pas quoi. Mais on en est où, en fait? Ce relativisme permanent, la déresponsabilisation totale de l'individu. Et ce discours, en plus, le fait de faire entrer la question de l'addiction comme l'excuse à tous les maux, MAUX, c'est-à-dire que j'exagère un petit peu, et encore, mais si on m'explique que demain, Katniss, il est fan de boxe, bon, bah, finalement, c'est pas grave, en fait. Mais il a laté la gueule de sa femme, vous savez, il est un petit peu soupolé, en fait. He is a little bit soup of milk, et c'est vrai que, bon, il a une certaine tendance à décrocher sa droite, quand même. Mais bon, vous savez, qu'est-ce que vous voulez faire contre, comme ça, des réflexes, tu sais, comme dans Bienvenue chez les Ch'tis, c'est quoi, des spasmes musculaires, tu vois? Faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. C'est quoi, en fait? Je sais pas, Cahuzac, il était menteur. Ouais, mais vous savez, il est mythomane. Il est malade. Il est malade. Alors oui, il a détourné du pognon et tout, mais il est malade. Vous savez, il y peut rien. Je sais pas, on peut avoir quoi? Des gens qui volent. Oui, mais il est kleptomane. Kleptomane, il fait pas exprès, vous savez. Mais ça va jusqu'où, en fait? Ça va jusqu'où, la déresponsabilisation totale de ces trucs-là? C'est hallucinant. Alors j'y viendrai. Philanthrope qui dit dans le chat, Rémi, tu es au courant que ce qu'elle prône est appliqué au Portugal et les résultats sont plutôt intéressants. J'y viendrai, parce que le Portugal, tout le monde est devenu expert en drogue au Portugal. C'est extraordinaire, hein. Ça fait 48 heures, tout le monde explique sur les réseaux qu'en fait, regardez le Portugal, on va y venir. Parce que pour moi, ce sont deux questions complètement différentes. Et pour ceux qui viennent m'expliquer que la fenêtre d'Overton, c'est dangereux, on est en plein dedans. J'y viendrai juste après dans la conclusion. Autre séquence, alors Manon Aubry qui, elle, nous a expliqué que, je vous montre le tweet, pensée pour mon collègue Andy Kerbrat, jeté en pâture parce qu'il a reconnu une addiction. Voilà, il est jeté en pâture parce qu'il a reconnu une addiction. C'est-à-dire que, et Mélenchon a dit plus ou moins la même chose, hein, d'ailleurs. Mélenchon a dit qu'il avait reconnu une addiction. Alors pareil, hein, Manon Aubry et Jean-Luc Mélenchon sont à deux doigts de découvrir le principe de flagrant délit.
C'est-à-dire que le mec n'a rien reconnu du tout. Il s'est fait prendre en flagrant délit. Donc il n'a rien reconnu du tout. Je répète 2 fois, mais que ce soit quand même bien clair à quel point on prend les gens pour des abrutis. Et aujourd'hui, à très haut niveau, ce sont des responsables politiques, députés pour certains. On vous prend pour des cons. Je vous le dis tout de suite. Il n'a rien reconnu, le type. Ou alors, si on accepte vraiment d'être abruti au dernier degré, on peut se dire peut-être qu'il a reconnu son addiction au moment même où les forces de l'ordre l'ont vu en train d'acheter de la drogue. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Non, mais je sais pas. Je sais pas. C'est possible aussi. Donc, il faut arrêter. Mais vraiment, après, je ne veux pas rentrer dans la guerre politique. Les supporters du RN et tout vont évidemment jouer les scandalisés. Le jour où on découvrira qu'il y a aussi des députés RN qui tapent dans la drogue, tout le monde fera moins le malin, mais on y viendra là-dessus. J'y reviendrai dans la conclusion. Mais je veux dire, chers amis qui avaient des tendances LFI, Europe Écologie Les Verts et tout, rassurez-moi. Vous êtes conscients qu'on vous prend pour des cons quand même. Rassurez-moi. En tout cas, pour ce qui est de la France insoumise, dans le discours qui est vanté et qui est un discours noble, rappelez-vous le dégagisme de Mélenchon, rappelez-vous ces choses-là. Après tout, politiquement, ça avait du sens. La question de l'exemplarité, la question de mettre fin aux abus de la Ve République. Mais c'est ça la Sixième République de Mélenchon. C'est en fait, les responsables politiques ne sont responsables de rien, finalement, parce qu'ils ne sont même pas responsables d'eux-mêmes. Le mec va acheter de la drogue, la 3MMC, peut-être pour faire une soirée à la Palmade, j'en sais rien, mais en tout cas, la dernière fois qu'on a médiatiquement parlé de 3MMC, c'était pour les soirées chemsex de Palmade. Donc les histoires, si vous voulez, de « oh, il est addict, pêcheur », qui a dit qu'il était addict ? Qui le sait, ça, concrètement ? Donc faut arrêter. Et dans ce cas-là, on aurait dû dire ça pour Palmade aussi. Ah ouais, mais il a tué quelqu'un, enfin, il a lourdement blessé une femme, il a tué un gosse à naître. Ah ouais, mais il est addict. C'est marrant, à ce moment-là, Sandrine Rousseau, on l'a pas entendu venir prendre la défense de Palmade en disant, bah oui, mais il est addict. Donc forcément, ça l'a fait quitter la route. Enfin, faut arrêter. Chers amis qui votez la France Insoumise, est-ce que vous êtes conscients que certaines têtes médiatiques vous prennent pour des bœufs, prêts à avaler n'importe quoi ? J'en ai vu des films porno, mais à ce niveau-là, non. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, on continue parce que Manuel Bompard, pareil. Là, on retrouve l'humanisme extraordinaire des têtes médiatiques de la France insoumise qui condamnent le moindre pas de côté de leurs opposants politiques. Mais par contre, quand c'est dans leur camp, ah oui, mais vous savez, on est des êtres D'abord, humains. pour dire les choses de manière honnête, il n'y a pas que des gens dans mon parti qui disent ça. Il y a des députés, y compris j'ai vu des députés macronistes, qui disent quelque chose de simple, c'est que effectivement il a reconnu ce qui est une faute, c'est certain, qu'il a dit lui-même qu'il souffrait d'une addiction, qu'il y a effectivement des gens. Ça peut être à l'Assemblée nationale, et c'est le cas dans la société de manière générale, qui sont malades, qui souffrent d'une addiction. Et je pense que quand quelqu'un reconnaît cette maladie et s'engage à suivre un parcours de soins, je pense au contraire qu'il faut saluer cet acte. Faut pas que le jugement soit altéré quand même, parce qu'il vote des lois quand même. Il ne l'est pas altéré. Et est-ce qu'il n'y a pas un devoir d'exemplarité quand même, puisque comme le dit Éric, c'est quelqu'un qui écrit la loi. Est-ce que les députés sont pas tenus de la respecter plus que les autres, j'allais dire ? Sans doute que si, bien sûr, les députés doivent être le plus exemplaires possible. Après, vous savez, les députés, ce sont aussi des êtres humains, des hommes, des femmes, comme tout le monde. Et qui peuvent être sanctionnés quand ils font des fautes et qu'ils sont pris en flagrant délit. Ils peuvent effectivement être sanctionnés. Et d'ailleurs, il le sera sans aucun doute, y compris d'un point de vue judiciaire. Il sera sanctionné pour la faute qu'il a commis. À partir du moment où il prend l'engagement de suivre un parcours de soins, je pense qu'il faut plutôt l'accompagner pour lutter contre cette addiction. Et de manière générale, ça pose la question d'une manière générale de la question des addictions dans notre société. Moi, je crois qu'il faut moins pointer du doigt les gens qui souffrent de ces addictions, plutôt les accompagner, les aider pour sortir de ces... Voilà, là, on arrive petit à petit dans les réflexions. Après, j'ai 2 autres séquences qui ouvriront 2 autres réflexions, mais ce que nous dit Manuel Bompard, c'est central. C'est central de l'évolution de notre société et qui, à la limite, dépasse l'affaire Kerbrat, dépasse la réaction de Manuel Bompard. Il y a 2 choses. Il y a 3 choses, il y a 14 choses. Je vais prendre du temps là-dessus, les amis, parce que c'est vraiment au centre de beaucoup de choses que l'on peut se dire. Et je veux aussi vous partager mon point de vue, parce que ça me met en rogne, cette affaire. Ça me met vraiment en rogne. Déjà, le premier niveau, oui, effectivement, si on parle de la drogue et seulement de la drogue, on peut y mettre l'alcool dedans, je lance pas le débat, si vous voulez, l'alcool est une drogue, pas de problème. Évidemment que c'est dans toute la société. Évidemment qu'il y a un problème lié à ces substances qui devient structurel. Évidemment qu'il y a beaucoup de questions qu'il faut mettre sur la table pour à la fois regarder le sujet franchement
et aussi comprendre que ce problème est structurel et qu'il arrange beaucoup de gens. Rappelons que, par exemple, d'après les exigences d'Eurostat, donc qui est le principal organisme qui produit des statistiques à l'échelle de l'Union européenne, donc pour les pays de l'Union européenne, le marché de la drogue est pris en compte dans le PIB. C'est comme ça, vous vérifierez si vous voulez. Tatiana Ventose en avait parlé dans une brillante vidéo. Vous pouvez vérifier si vous voulez. Donc, aujourd'hui, il faut être conscient d'une chose. C'est pour ça que je prends vraiment par niveau. Là, je pars du bas de la pyramide sur quelque chose de général. Ce marché de la drogue, structurellement, est nécessaire. On parle dans le PIB, je crois que c'était quelque chose comme 13 milliards d'euros. Si je ne vous dis pas de bêtises, entre 13 et 16 milliards d'euros par an. Si vous l'enlevez du PIB, ça fait une baisse conséquente. Donc, aujourd'hui, il faut être clair. On ne peut pas endiguer la drogue. Parce que, économiquement, la France y a des intérêts. C'est simple. En fait, le point de départ, c'est pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué que ça. Et il me semble que la prostitution est également prise en compte dans le PIB. Donc, si vous voulez, le point de départ, il est là. Après, on va parler des valeurs morales et tout, j'y viens. Vous inquiétez pas. Mais la réalité économique est que il y a une prise en compte dans le PIB. Ensuite, après la temporalité, je ne vais pas vous dire comme par hasard, je ne suis pas du tout là-dedans, mais la temporalité est intéressante dans la mesure où la France cherche à appliquer des taxes un petit peu de partout. On sait que c'est un serpent de mer qui revient à peu près à chaque élection, notamment concernant la légalisation du cannabis. Mais demain, on légalise le cannabis, ça fait des taxes en plus pour l'État. Donc, il faut aussi voir ces questions liées aux drogues, au-delà de l'aspect moral et compagnie, on y viendra. Il faut le voir avec l'intérêt de l'État à ce que les gens se droguent. Je sais que ça peut paraître bizarre ce que je vous dis, et même choquant pour certains, mais la réalité, elle est là. C'est que aussi bien l'alcool que les cigarettes, qui sont des drogues, je ne suis pas médecin, mais je pense qu'on peut le dire de manière assez tranquille, il y a un intérêt à ce que les gens se droguent. Donc dans la famille des drogues, je vous le dis, je pars de cigarettes, alcool, jusqu'à héroïne, M3-MMC, tout ce que vous voulez. Hein, on est d'accord. Donc, le point de départ, il est là. Arrêtons de faire les vierges effarouchées, parce que, de toute façon, les trafics sont nécessaires. Je ne sais plus quel économiste français avait parlé de ça, avait expliqué, non, c'est pas Emmanuel Todd, mais qui n'est pas économiste d'ailleurs, mais je ne sais plus, bon, c'est pas très grave. Mais l'argument est intéressant dans tous les cas. Un économiste français, peut-être Fourquet, bon bref, un économiste avait expliqué que, aujourd'hui, le marché de la drogue, les employés du marché de la drogue, si j'ose dire, vous prenez les guetteurs, vous prenez les petites mains, les gens qui gèrent les fours dans les grandes banlieues de France, dans les grandes villes de France et même d'ailleurs dans les villes moyennes aujourd'hui, si demain, l'État décide de faire un vrai place net XXL, comme nous a dit Darmanin, de vraiment couper le marché de la drogue. Vous en faites quoi de ces jeunes-là? Vous en faites quoi de ces gens-là qui aujourd'hui ont un pouvoir d'achat qui est très important? La société ne peut pas leur offrir une alternative. Donc là aussi, l'État a intérêt à la vente de drogue sur le plan économique et aussi sur le plan social. Parce que demain, s'il y a une véritable volonté d'arrêter le marché de la drogue, vous vous retrouvez avec des centaines de milliers, non, des dizaines de milliers de personnes sur les bras qui n'auront plus le même pouvoir d'achat, qui n'auront plus les mêmes habitudes de vie, et la société ne pourra rien leur proposer. Donc, vous êtes foutus. Donc, structurellement, le marché de la drogue est nécessaire dans un pays. Il n'y a aucun problème, ça me semble assez acté. Le deuxième niveau, et avec cette histoire de l'affaire Kerbrat, mais plus largement de la drogue dans nos élites, et surtout en politique. Le deuxième niveau, pour moi, il est là. C'est le fruit de deux choses. Déjà, d'une mauvaise foi extraordinaire. Au bout d'un moment, dans notre élite politique, je n'ai pas le pourcentage, mais il y en a une pelletée qui sont drogués jusqu'à la moelle. On va arrêter de se raconter des trucs. Et comme dans toutes les strates de la société, l'idée, c'est pas de dire il n'y a que les politiques qui sont des méchants, mais il y en a qui sont déboîtés, que ce soit l'alcool, que ce soit d'autres substances. On va arrêter de faire semblant. Il y a des fantasmes sur Macron. Il se frotte le nez. Bon, d'accord. L'affaire Joël Guerriau, c'est quoi? Rappelez-vous, ce sénateur qui a environ 1 an invite chez lui une collègue députée, Madame Sandrine Josso, si je dis pas de conneries, met de la drogue dans son verre à son insu pour abuser d'elle.
Il y a cette fameuse histoire, l'avocat de Joël Guerriau qui arrive dans les médias, qui dit « Ah oui, mais il n'était pas dans un bon état en ce moment parce que son chat est mort ». Enfin, des trucs où, là encore, on nous prend pour des bœufs. Mais il y a eu un élément très intéressant et qui, curieusement, n'est pas ressorti dans les médias, qui était ce qu'avait dit l'avocat, ou en tout cas ce qui était sorti dans la presse sur la base des propos de son avocat et des positions de Joël Guerriau, qui expliquait que son collaborateur, qu'il avait acheté de la drogue au sein même du Sénat. Il avait trouvé de la drogue au sein même du Sénat. On lui avait fourni de la drogue dans l'établissement du Sénat, dans l'enceinte du Sénat, pardon. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la normalité de tout ça. On en avait fait une vidéo sur Juste Milieu. Je vous renvoie la vidéo parce que je ne veux pas radoter avec ça. Et sûrement que j'oublie des éléments parce que c'était frais quand je l'avais travaillé à ce moment-là. Tac, tac, tac. Voilà, je vous mets le lien. Je vous mets le lien. Pas à regarder tout de suite parce que je suis encore avec vous. Mais je vous mets le lien si cette vidéo vous intéresse. C'était celle-ci. Affaire Joël Guerriau, drogue deal au Sénat et Chamort. Donc si vous voulez creuser un petit peu, je vous invite à voir cette vidéo. Donc si vous voulez, non seulement il y a de la consommation, mais il y a du trafic aujourd'hui dans nos élites. C'est assez clair. C'est assez clair. Je veux dire. Il n'y a pas de dessin à faire. Il y a de la consommation dans toutes les strates de la société, donc aucune ne peut y échapper. Donc ce qui est intéressant dans les réactions qu'on vient de voir autour de Kerbrat, que ce soit Sandrine Rousseau et compagnie et tout, ce qui ne veut pas dire que ceux qui réagissent sont ceux qui consomment, qu'on soit bien d'accord. Mais ce qui est intéressant dans ces réactions-là, c'est que vous voyez un système qui se protège, qui se replie sur lui, qui se protège. Parce qu'ils savent très bien qu'il n'est pas le seul, et non seulement il n'est pas le seul, et en plus ils le disent. Regardez ce qu'a dit Mélanie Vogel, pareil, c'était ces derniers jours, sénatrice Europe Écologie Les Verts. Regardez ce qu'a dit sur BFM. Est-ce qu'il peut rester député? Il peut se soigner sans être resté député. Ok, très bien. Alors on va faire chez tous les ministres, leur cabinet, tous les parlementaires, tous les sénateurs, tous les députés, tous les maires, etc., des tests sanguins pour savoir s'ils sont positifs. Ah, mais je veux bien. Mais dans ce cas-là, je peux dire à on demande à certaines dans certaines professions, ça existe. Problème. Un chauffeur routier, par exemple, un conducteur de bus doit faire des tests. Bien sûr. Mais je peux vous dire que Bruno Retailleau va certainement découvrir que la consommation de drogue, dans son gouvernement, il y en a aussi. Et moi, je constate... Vous avez des informations? Mais c'est... Comme disait là, vous monsieur... portez des accusations très graves. Vous dites que dans le gouvernement de Barnier, il y a des gens qui consomment de la drogue. Je dis juste que les politiques ne sont pas extérieures à la société. Qu'il y a des problèmes de drogue dans la société et donc elles existent aussi en politique. Voilà. Donc aujourd'hui, on a le deuxième niveau de l'affaire Kerbrat, c'est que tout ça est tellement installé, il y a tellement de mauvaise foi dans les réactions politiques. Ils sont prêts à dire n'importe quoi parce qu'ils savent très bien que beaucoup d'autres doivent tomber, qu'ils sont prêts à se lâcher entre eux. Et ce que fait Mélanie Vogel, c'est très clairement une technique mafieuse, qui est de dire si je tombe, vous tombez. Donc pourquoi l'affaire Kerbrat va disparaître? Je vous parie l'apéro que dans 2 jours, on n'en parle plus. C'est parce que tout le monde voit bien qu'ils se tiennent comme ça. C'est comme ce que disait Coluche en comparant les fonctionnaires à des micados. Le premier qui bouge, il a perdu. Ben, c'est la même chose. Qui peut croire que dans le cabinet de nos ministres actuels, il n'y a pas une personne qui ne prend pas de la drogue? Donc voilà où on en est. La réalité du terrain, c'est que le premier niveau, structurellement, le marché de la drogue est nécessaire. Le deuxième niveau, nos élites politiques, une fois de plus, font du théâtre. Ce qui se passe, c'est du théâtre, à faire les vierges effarouchées et en trouvant 1001 excuses pour défendre leurs collègues. Mais des excuses improbables. Sandrine Rousseau qui vient te dire oui, mais il ne savait peut-être pas ce qu'il y avait dedans. Normalement, cette femme, vous la prenez, vous la dégagez. Vous la virez. Qu'est-ce que ça veut dire? On a des députés qui sont aussi bêtes que ça, à mentir ouvertement au peuple en disant le mec va voir un dealer. Un dealer, tu le reconnais, on va pas se mentir, c'est pas une question de couleur de peau, mais un mec qui deal de la drogue, il ressemble pas à un cadre de la défense. Le cadre de la défense, il ressemble à celui qui prend de la drogue. Donc c'est pas pareil. Donc faut arrêter les conneries. Elle vient mentir ouvertement, à ciel ouvert. Et elle prend pas un coup de pied au cul symbolique et de dire mais cassez-vous. Donc le deuxième niveau, c'est ça. Nos élites politiques, curieusement, arrivent à trouver à ce moment-là une certaine entente, une certaine capacité à s'entraider, à aller dans le même sens en disant oui, mais oulala, attention, non. Ne laissons pas la voix populiste condamner trop facilement l'affaire Kerbrat. Alors oui, c'est un élu qui potentiellement a acheté cette drogue avec l'argent que la France lui donne. Parce que je ne vois pas avec quel autre argent il peut le faire. C'est aussi intéressant, d'ailleurs, cet élément ne sort pas dans la polémique. On pose plein de questions. Est-ce qu'il était addict? Est-ce que machin? Est-ce que bidule? Par contre, le fait de dire, mais attendez, il a acheté avec quoi l'argent, en fait? Avec son salaire de député, donc avec de l'argent public, on est d'accord.
C'est marrant, ça sort pas cet élément. C'est curieux, hein. Personne ne relève ça. Même les journalistes ne font pas leur boulot. Et d'ailleurs, la cerise sur le gâteau, rappelons que nos députés, je veux vérifier ça, j'en avais parlé au moment de l'affaire Garriot, nos députés, regardez, ont droit à une somme d'argent. Je veux pas dire, je veux pas dire de bêtises. Nos députés ont droit à une somme d'argent pour leurs frais directs, et en dessous d'une certaine somme, ils n'ont même pas obligation de prouver. Je crois que c'est ça. Faudrait que je vous retrouve, je ne vais pas vous dire de bêtises. Bon, c'est pas grave, on passe sur cet élément-là. La vidéo que je viens de vous partager, je l'avais évoqué à ce moment-là, mais je ne vais pas dire de bêtises sur le chiffre. Bon, c'est pas très grave. Mais pour revenir à ce qu'on dit, le troisième niveau, en fait, qui m'inquiète le plus, et je le vois dans les réactions aujourd'hui, sincèrement, ça me fait peur, parce que on en a parlé plein de fois, vous le savez, dans le Juste Bistrot, on réfléchit sur la notion de fenêtre d'Overton, vous savez, ce qui était interdit hier est refusé par l'opinion publique, comment le faire accepter petit à petit, d'ouvrir cette fenêtre, de déplacer la limite morale et de faire en sorte qu'une société tout entière qui, il y a 40 ans, se levait quasiment à l'unanimité contre l'avortement, aujourd'hui l'accepte. Comment on fait en termes d'ingénierie sociale, en termes de valeurs, de morale, de religion, comment on fait? Je le dis bien, je ne suis pas dans un jugement moral, je ne suis pas là pour vous dire c'est bien ou c'est mal, ce n'est pas mon sujet. Mais ce qui me rend dingue avec cette histoire, avec cette affaire Kerbrat, que nos élites soient, pour une certaine partie, complètement décrépies, complètement déliquescentes, c'est pas une découverte. C'est pas une découverte. On cherche encore à savoir qui était chez Pierre Palmade, qui symboliquement, si on parle de quelqu'un plus ou moins proche de la vie politique, ce serait passionnant. On sait qu'il y a ce genre d'affaires. Ça s'est accéléré avec Macron, c'était déjà le cas avant, donc on va pas faire les étonnés. Ça, si vous voulez, voilà la réalité. Le niveau le plus inquiétant aujourd'hui, c'est le déplacement, si vous voulez, de nombreux repères. Par exemple, sur la question de l'exemplarité. Aujourd'hui, l'exemplarité en politique, c'est comme la chasteté en boîte de nuit. Ça a existé. Ça existe encore. Tu peux croiser 4-5 personnes qui, effectivement, n'ont jamais commis le péché de chair. Mais aujourd'hui, l'exemplarité en politique, quand tu écoutes le discours, des réactions que je viens de vous montrer, tu as un truc qui est de dire, ouais, bon, hein, c'est bon, quoi. C'est un autre monde. C'est l'ancien monde, l'exemplarité. L'éthique, la déontologie. Mais dans plusieurs corps de métier. Hein. Rappelez-vous les médecins. Quand on parlait du serment d'Hippocrate en temps de Covid, Hippocrate dans ton cul. Quand tu parlais la charte de Nuremberg pour nos amis journalistes, c'est ça? J'ai toujours un doute. Oui, c'est ça. Non, la charte de Nuremberg, c'est encore autre chose. C'est quoi pour les journalistes? C'est la charte de quoi? La charte à la voisine. Ça, c'est pas marrant, par contre. Munich, excusez-moi, voilà, charte de Munich. Qui fixe la déontologie des journalistes. En temps de Covid, on vous a dit, mais la charte, tu la mets dans ton sac à dos et tu dégages. Donc, c'est aussi ça, la fenêtre d'Overton. C'est qu'à un moment donné, et d'ailleurs, je vous tease un petit peu, je vous divulgage la discussion que j'ai eue avec Juan Branco, on n'était pas d'accord là-dessus, mais à un moment donné, tous les repères moraux ne peuvent pas se déplacer sans cesse. C'est qu'il est aussi du ressort du peuple de dire à un moment donné, ça suffit, en fait. Nous avons notre société, nous voulons défendre des ressorts moraux jusque-là. On peut avancer. Il y a des avancées. D'aucuns les jugeront positives ou pas, nécessaires ou pas. Le mariage pour tous, l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Comme dit, il n'y a pas de jugement moral. Je ne fais pas de jugement de valeur dans ce que je vous dis. Je ne vous dis pas bien ou mal. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, l'exemplarité, c'est au peuple de dire on ne cède pas. On ne cède pas. C'est-à-dire que vous considérez que, oui, parce qu'en fait, l'addiction, machin, il peut prendre de la drogue, il dégage. Aujourd'hui, concrètement, sur l'affaire Kerbrat, et je le redis, il y a sûrement plein d'autres députés qui arrivent flingués à l'Assemblée. On va être très clair, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, si ça peut rassurer les gens de la France Insoumise, il y a sûrement des drogués du côté du RN, assurément du côté de la Macronie, sans aucun doute. C'est pas le sujet, c'est pas un combat de parti.
mais juste de dire qu'à un moment donné, si on tolère ça, il ne faut pas s'étonner que notre société devienne ce qu'elle est. C'est-à-dire que finalement, on va peut-être d'ici 5 ans légaliser la cocaïne. Pourquoi ça ne serait pas légal, après tout? Pourquoi ça ne serait pas légal? Donc, c'est ça qui m'embête le plus aujourd'hui, c'est que cette affaire Kerbrat, elle illustre parfaitement la manière avec laquelle on repousse les limites morales qu'une société peut accepter. On repousse l'exemplarité, on repousse la déontologie, on repousse le fait que non, un député ne peut pas être député, ne peut pas représenter la nation s'il pèse sur lui la moindre suspicion, que ce soit sur des affaires de corruption, de consommation de drogue, de mensonges, de tout ce que vous voulez. On ne peut pas, sinon il reste quoi? Il reste des escrocs notoires comme on est abreuvé aujourd'hui. Cet imbécile d'Aurore Berger qui est en plein scandale des crèches et qui vient parader à la télé et donner des leçons sur le budget. On a l'avis de gens comme Éric Woerth sur le budget. Mais c'est déjà le nom de famille d'Éric Woerth. Normalement, c'est un reflux gastro-œsophagien, le gars. Donc, enfin, on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Et on tolère ça. Et ils nous font tolérer ça. Et donc, en ce point, l'affaire Kerbrat, elle illustre parfaitement, pour moi, ce genre de choses. C'est que si on ne dit pas non, même en interne, je veux dire, pour moi, c'est d'abord aux gens de la France Insoumise de dire « ça dégage, foutez-moi ça dehors ». On ne veut pas de ce mec-là pour nous représenter. Et en fait, et c'est pour ça les réactions que je vous ai montrées de Sandrine Rousseau et compagnie. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils renversent le truc en disant « non, mais en fait, il est malade ». Bientôt, on va parler d'LGBT-phobie. Parce que supposément que ce monsieur appartient à la sphère LGBT. Bientôt, on va nous expliquer, oui, mais en fait, si vous vous opposez à sa prise de 3-MMC pour des soirées chemsex, c'est que en fait, vous êtes homophobe ou LGBT-phobe, je sais pas quoi. Mais vous vous rendez compte de l'inversion morale où tout trouve une justification morale. Tout ce qui se passe, en fait, j'exagère, évidemment, c'est pas la même chose. Mais après tout, peut-on considérer que la pédophilie est une maladie? Donc dans ce cas-là, on fait pareil. Il a enculé des gosses, mais bon, il suit un parcours de soins. Donc, c'est pas à la société de le pointer du doigt. Mais vous vous rendez compte quand même, si on prend les réactions de Bompard, de Rousseau et compagnie, on remplace la maladie, parce que si cette cette addiction est une maladie au même titre que le cancer, comme nous dit Sandrine Rousseau, qu'est-ce qu'on remplace dans ce cas-là? Ça va jusqu'où, en fait? Si on accepte que, par exemple, la pédophilie est une maladie psychologique qui fait que des adultes ont envie de coucher avec des gosses, du coup, ça va, en fait. Tu suis un parcours de soins et c'est bon. Puis après, tu vas animer des émissions sur CNews, c'est ça. Enfin, c'est ça qui m'inquiète le plus. Si on cède du terrain sur certaines choses, voilà comment ça va finir. Donc, ne venez pas chialer qu'on enseigne la sodomie à vos gosses ou la masturbation à vos gosses dans les écoles si on cède sur ce genre de choses. Pour moi, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est qu'à un moment donné, on cède à petits pas. Voilà, petits pas. Ouais, mais c'est pas grave. Ouais, mais Quatennens, il a frappé sa femme. Bon, ça arrive à tout le monde qui frappe sa femme. Voilà, bon, c'est pas grave, tu vois. Les assistants parlementaires du RN, je prends des exemples de partout parce que comme moi, je me fais pas gronder. Les assistants parlementaires du RN, ouais, bon, ils ont un peu volé. Bon, allez, c'est pas grave. Allez, venez. C'est bon. La Macronie, on y passe 2h30. Mais voilà. Et ces mecs-là se représentent aux élections et il y a des gens qui votent. Cahuzac se présente aux législatives 2024. Il avait fait 13%, quelque chose comme ça, le mec. Mais qui sont les gens qui votent pour Cahuzac? Il faut les foutre en tôle. J'exagère. Mais vous voyez l'idée. La capacité de notre société à dire ces gens-là ont trahi. Ils aspirent à la plus belle, au plus beau poste que notre République peut offrir. C'est-à-dire représenter les Français. Il faut quand même prendre la conscience. Je veux dire, le matin, il faut avoir mangé un bol de céréales quand même, parce que représenter les Français. Tu te lèves le matin, tu dis, moi, je vais représenter, que ce soit maire, sénateur, député, ministre, ce que tu veux, il faut quand même avoir les bollocks bien accrochés, quoi. Et les mecs trahissent. Les Français le voient dans des séquences pour l'affaire Cahuzac qui sont restées symboliques, hautement symboliques. Et il y a des gens qui revotent derrière. Évidemment qu'on est foutu. Évidemment qu'on est foutu. Donc ça me sidère de voir ce genre d'affaires. Et pour moi, l'affaire Kerbrat est un énième recommencement de ce genre de choses. D'une société qui cède sans cesse. Et après, évidemment, il ne faut pas s'étonner que tout le monde s'en mange dans la rue, qu'on explique la masturbation à l'école et que bientôt, on achètera de la cocaïne dans des distributeurs en libre-service. Évidemment. Et je le redis parce que je vois des messages dans le chat.
La question, c'est pas de jouer à la Ligue des vertus et d'expliquer que ah oui, mais il faut être impeccable, il faut être machin. Je le redis, ça arrive dans toutes les couches de la société. Donc, on va être très clair avec ça. Moi aussi, j'ai été étudiant, moi aussi, j'ai fait des dingueries de ce genre-là. Donc, il n'y a pas de problème. Le but, c'est pas de lui donner des leçons de morale, qu'on soit bien d'accord avec ça. Mais là, on parle de ce que notre République peut avoir de plus haut. Les représentants des Français, quoi. Donc, et d'ailleurs, qui peut certifier que ce monsieur ne s'est pas présenté à l'Assemblée nationale sous drogue ou sous substance? Et qui peut certifier que il n'a pas fait son travail sous drogue ou sous substance? Et ce qui, pour le coup, est encore plus grave. Comme je vous le disais, un chauffeur-livreur qui se fait chipper sous alcool, il est viré. C'est pas plus compliqué que ça. T'as pas la RH aux cheveux gris et lunettes rondes qui déboule, qui dit oui, mais fais un parcours de soins. Non, tu dégages en fait, parce que c'est dangereux. Donc, ça me sidère en fait, ça me sidère cette affaire, parce que c'est vraiment c'est la preuve, enfin comment dire, c'est une nouvelle preuve de ce qui rend possible Macron, c'est-à-dire qui est vraiment ce que la politique peut faire de pire en fait. C'était pas beaucoup mieux avant, je le redis, mais la société qui accepte tout, qui avale tout, qui tolère tout, il n'y a plus de repères moraux, on a tellement divisé les gens, on a tellement avec l'héritage de réflexion, on peut parler de mai 68, on peut parler de plein d'autres choses. Enfin, c'est un grand débat et il faut être rigoureux quand on dit ça. Je ne veux pas tout mélanger bêtement. Mais voilà, on est arrivé dans une société à la fois héritière de il est interdit d'interdire, qui aujourd'hui se retrouve avec des gens qui ont renversé la logique. Si j'ose un peu le petit fil rouge entre les deux, mais pour que vous compreniez ce que je veux dire. Tu pars de il est interdit de mai 68 dans une société évidemment un peu plus sclérosée, un peu plus rude en termes de morale, en termes de valeurs, et peut-être qu'il y avait certains cadenas à faire sauter, là encore, chacun a son avis, on peut en parler. Tu pars de cette société-là, c'est-à-dire du peuple qui dit « nous voulons faire sauter quelques verrous, notamment moraux, notamment sociétaux ». Le peuple veut accéder à des choses en plus que ce peuple-là, enfin que certaines franges de ce peuple estiment nécessaires. Tu pars de ça, et tu te retrouves aujourd'hui avec la Macronie, si on si on tire le fil jusqu'au bout, tu te retrouves avec des gens qui te disent, au fond, c'est toujours un peu pareil, c'est toujours, il est interdit d'interdire. C'est-à-dire que, oui, il a volé, ouais, mais bon, ouais, mais vous savez, c'est plus compliqué que ça, parce que voilà. Lui, il a menti, ouais, mais attention. Lui, il a pris de la drogue, ouais, mais oula, attends, il est malade, tu vois. On est parti de... Il est interdit d'interdire pour que le peuple accède à des droits en plus, pour faire sauter des verrous, à aujourd'hui des gens qui se servent du même argument pour le retourner, pour trahir, et pour mentir, et pour justifier de leur place, de dire mais oula, attention, ne retombons pas dans une société qui veut encadrer, quand l'opinion dominante comme ça veut donner son avis, ce serait le populisme. Regardez leur réaction, hein, quand il y a quelques semaines, enfin il y a une semaine, on proposait, le peuple disait, attendez, vous voulez que tout le monde se serre la ceinture et vous allez augmenter le budget à l'Assemblée, au Sénat et à l'Élysée. Oui, mais attention, ce serait populiste. C'est ça le problème, en fait. L'affaire Kerbrad, c'est exactement ce qu'elle veut dire. On a retourné le peuple contre lui-même. Ce peuple qui s'est levé en mai 68 et assurément à d'autres périodes pour dire nous voulons des choses en plus, nous voulons sauter certains verrous, faire sauter certains verrous. Ben aujourd'hui, tu as des élites qui disent ouais, vous avez raison, il faut faire sauter les verrous. Ouais, absolument. Il est interdit d'interdire, ouais. Il est interdit, enfin comment dire, on vous interdit de nous interdire. C'est plutôt ça, voilà. Si je file mon truc jusqu'au bout, on est passé de il est interdit d'interdire à on vous interdit de nous interdire. Et je pense qu'il y a un basculement là-dessus qui est grave et qui justifie l'affaire Kerbrad. C'est pas une attaque ad hominem, je m'en fous de ce monsieur-là, il est au demeurant sûrement sympathique, je m'en fous. Mais voilà où on en est. Et dans le même ordre d'idées, une autre réaction et qui justifie ce que je vous dis là, regardez par exemple Marlène Schiappa. Alors pareil, qu'est-ce qu'elle branle là après l'affaire du fonds Marianne? C'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure.
exigence d'exemplarité vis-à-vis des élus ou des membres du gouvernement pour des choses qui ne relèvent absolument pas de la loi, pour leur vie personnelle, pour leur vie privée, leur comportement avec leur famille. Je rappelle quand même, pardon, je vais être un peu caricatural, mais que François de Rugy a dû démissionner pour avoir servi du homard à table à ses invités. On n'était pas dans quelque chose d'illégal, hein. Il n'a jamais été condamné pour rien. Mais là, on peut revenir au cas de cet homme. Parce qu'il y a deux sujets. Il y a d'abord lui, ce qu'il doit faire, et la réaction de Bruno Retailleau qui est très claire. Sur ce sujet, moi, pour une fois, je suis d'accord avec Bruno Retailleau. Je pense qu'il doit prendre ses responsabilités et démissionner. D'abord, ce n'est pas n'importe quelle drogue. Et docteur, vous nous en direz plus, j'imagine. Le chemsex, c'est un vrai problème de santé publique. Je vous invite à lire le livre de Jean-Luc Romero sur ce sujet, qui parle de son compagnon Christophe Michel, qui est mort de consommation de chemsex. C'est un véritable problème. C'est une drogue de synthèse qui est très particulière. C'est effectivement illégal, mais c'est pas n'importe quelle drogue. C'est une drogue qu'on peut acheter pour soi, mais aussi pour l'administrer aux autres, parfois sans leur consentement. Je ne dis pas que c'était son intention, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est le caractère vraiment particulier de cette drogue et du phénomène de santé publique qui est le chemsex. Et je termine en disant que dans sa lettre, il explique que ça altère sa conception de la réalité. Enfin, est-ce qu'un parlementaire qui vote les lois, on peut lui faire confiance pour voter des lois alors qu'il explique lui-même que sa conception de la réalité est altérée? Parfois, voilà. Donc si vous voulez, on en est au point, je ne vais pas redire ce que je viens de vous dire, puis on va passer à autre chose, mais tu as maintenant Marlène Schiappa qui vient faire des leçons, quoi. Déjà, Marlène Schiappa qui te parle d'altération de la réalité. C'est quoi le projet, en fait? On en est donc là, en fait. C'est Marlène Schiappa qui vient t'expliquer ce qu'est l'altération de la réalité. La gonzesse, elle écrit un truc qui s'appelle Scandale, où elle a une projection d'elle-même, vraiment qu'il faudrait mettre entre les mains de psychanalystes. Alors, pas Miller, parce qu'il voudrait la baiser, mais je veux dire, faudrait des psychanalystes sérieux qui analysent ce genre de truc, là, qui est derrière, là. Son truc Scandale, qui est une projection d'elle-même, avec la belle image qu'elle a d'elle-même, d'une femme politique qui réussit et tout. C'est un truc de taré, en fait. Et elle te parle d'altération de la réalité. Ah bon, d'accord. C'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Ça me rend dingue. Je prends vos messages dans le chat. Je me suis emballé, j'ai beaucoup parlé. Je prends vos messages pour faire le débat. Les copains, il y a Elastic Trader qui dit « Désolé de te critiquer frontalement, Rémi, mais avec plaisir, grand plaisir. Mais ton discours est assez flou. Je comprends les grandes lignes, tu dis qu'on se dirige vers le laxisme absolu, mais tu regardes la chose sous un angle bien précis et tu oublies certains points. Il est bien plus dur aujourd'hui de dire quelque chose de raciste, de misogyne ou d'homophobe. Et là, par exemple, on est beaucoup plus rigoureux et plus strict moralement qu'il y a 30 ans. » Mais t'as raison. Je suis complètement d'accord, ce sont des points très importants que tu soulignes. Je suis 1000 fois d'accord et je te réponds parce que ça va me permettre d'éclaircir des trucs qui sûrement n'étaient pas très nets. Sur ce que tu dis, on se dirige vers le laxisme absolu, c'est pas ce que je dis. Le laxisme, si tu veux, c'est quand il y a des lois et tu décides de ne pas les appliquer. C'est-à-dire que tu as conscience de ces lois, tu en as bien conscience, mais tu décides d'être laxiste. C'est-à-dire que, par exemple, l'application des peines. Tu vois, aujourd'hui en France, on te dit telle affaire, ça devient ridicule aujourd'hui quand vous voyez dans les journaux Monsieur X est poursuivi pour je ne sais pas quelle affaire, il encourt 15 ans et 150 000 euros d'amende, puis tu lis le jugement, le mec a pris 6 mois avec sursis et 20 balles d'amende. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ça, par exemple, c'est le laxisme. En connaissance de cause, tu décides de sanctionner moins que ce qui est prévu. Aujourd'hui, ce qui m'inquiète le plus, c'est que c'est même plus une question de laxisme. Parce qu'il y a l'impression d'une ignorance de la loi. Ou en tout cas, d'une absolue absence de prise en compte. C'est-à-dire, le mec Andy Kerbrat, personne ne te dit ce qu'il encourt. Personne ne te dit ce que l'Assemblée prévoit pour le sanctionner. Il s'en branle des règles. C'est pour ça que le laxisme, le laxiste connaît la loi et décide de ne pas l'appliquer. Aujourd'hui, nos élites, à mon avis, ignorent la loi et s'en foutent complètement. Et même s'ils la connaissent substantiellement, ils s'en foutent complètement. La loi ne fait plus peur. Le laxiste est conscient qu'il a la loi derrière lui pour qu'il y ait un effet dissuasif. Mais aujourd'hui, nos élites, vous voyez bien qu'ils n'ont même plus peur de la loi. On peut prendre 1001 exemples, je le cite dans le spectacle pour en faire une blague, mais prise illégale d'intérêt, Dupond-Moretti poursuivi par la Cour de justice de la République, la CJR te dit les faits sont reconnus et ils ne le savaient pas. Rappelez-vous cet article du Monde qui vous dit ça. Donc on n'est même plus dans du laxisme, on est dans des élites qui ignorent la loi. Et même ceux qui sont censés l'appliquer. Kerbrat, c'est un type qui, le jour de son arrestation, signe une tribune contre le chemsex.
Il n'a même plus peur, il n'y a aucune dissuasion, il s'en branle complètement, si j'ose dire. Donc c'est là où, pour moi, c'est pas le laxisme absolu, c'est encore pire. C'est qu'on est dans une sorte de méta-société où en fait, la loi est une variable à la limite pour le bas peuple, qui va dissuader le bas peuple, mais en haut, ça n'existe pas. C'est une lecture peut-être démagogique, voire marxiste, mais en haut, la loi n'existe plus. Elle ne fait pas peur, parce que déjà, ce sont eux qui la font, et en plus parce qu'elle n'est pas appliquée, et vous le voyez bien. Ensuite, sur ce que tu dis, il est bien plus dur aujourd'hui de dire quelque chose de raciste, de misogyne ou d'homophobe. Complètement d'accord avec toi. Et c'est aussi un visage de la société. C'est-à-dire que... mais c'est là où tu as raison, et je ne l'ai pas dit, et je suis d'accord avec toi. C'est aussi un visage de la société qui est... Si on prend nos élites, je reste marxiste jusqu'au bout, on se fait plaisir. Médiatique, culturel, politique et compagnie. Ce sont des gens qui passent leur journée à dire. Ils disent, c'est leur métier. Ils disent. Kerbrat qui signe une tribune pour dire c'est pas bien le chemsex. Il y a ce qu'ils disent et il y a ce qu'ils font. Et c'est pas la même chose. Tu le vois bien, l'affaire Kerbrat, elle illustre ça parfaitement. Donc, le dire et le faire sont aujourd'hui complètement dissociés chez nos élites. Donc, si tu veux, ils vont dire des trucs qui est que waouh, la lumière qui se pète la gueule. Oh, ça tient. Et voilà, c'est les Russes. Ah, je l'avais tenté un truc. Mais attends, si je la couche. Je pense derrière. Qu'est-ce qu'il pense? Bon, parce qu'en fait, je suis en direct, je peux pas trop faire ça. Donc, t'arrives à la glisser par en dessous? Ah, si j'ose dire, hein. Non, mais le câble, il est trop court. Ne t'emmerde pas, fous ça par terre. C'est une catastrophe, cette organisation. J'étais lancé, c'est... Oh là là! C'est impeccable, ça, non? Je suis bien éclairé, là, non? Wow. C'est bien, non? C'est super. Allez, on continue. Donc, ce que je vous disais... Oui, sur les questions d'antiracisme, de lutte contre la misogynie, machin et tout, la réalité, c'est qu'il y a ce qu'ils disent à la télé pour se donner de bonnes valeurs. Et peut-être même eux pensent être des gens bien. C'est fort possible, tu vois. Mais la réalité, c'est que, sans le dire, vous avez des élites politiques, par exemple, qui militent pour la régularisation des sans-papiers. Vous allez me dire, mais Rémi, quel rapport? Ben, vous avez des élites politiques, et là, pour le coup, de tous bords, hein. Aussi bien la gauche que la droite, on en a déjà beaucoup parlé. Des élites politiques qui vont vous dire, non, mais il faut respecter les individus, l'antiracisme, il faut bien accueillir les migrants et tout. Et donc, il faut les régulariser, c'est normal. Mais tu les régularises pour quoi? Pour bosser comme des chiens dans les cuisines des restos, pour faire livreur Uber Eats, pour nettoyer les rues. C'est pour ça que tu les régularises. Donc, il n'y a aucun respect, il n'y a aucun humanisme. Nos bourgeois ont besoin du livreur Uber Eats malien. Alors, il va dire que c'est par humanisme, il va dire que c'est par antiracisme. Mais la réalité, c'est qu'il en a besoin pour nettoyer ses chiottes. Rappelez-vous le clash Dupond-Moretti-Zemmour sur Paris Première à l'époque où Zemmour ne faisait pas encore de politique. Dupond-Moretti fait tout un laïus, voilà, la gauche caviar des années 80 qui dit « Ouais, mais monsieur Zemmour, comment vous pouvez dire ça? La France est le fruit des immigrés. Regardez Platini, Raymond Coppa et tout. » Et après, Dupond-Moretti justifie sa position en disant « Je vous retrouverai l'extrait. Hein. Attends, je peux même d'ailleurs le retrouver maintenant. Ce sera encore plus clair. » Regardez. Est-ce que je vais le retrouver? C'est sur Paris Première. Ça illustre parfaitement ce que je vous dis là. Oui, c'est ça, regardez. C'est ça, c'est cet extrait-là. Des sondages où c'est que son parti séduise les jeunes? Les trois. Vous avez dit que c'était un parti qui n'était pas républicain et qu'il fallait même l'interdire. On l'a entendu dans le sujet qu'on vient de voir, vous maintenez? Et c'est là où tout diverge. Et c'est là où je vous écoute. J'ai encore dit pas un mot. Vous savez, je vais vous dire, quand je vous écoute des fois, je me dis, mais moi je suis un Français de sang mêlé. Hein, et j'ai préféré le discours de Nicolas Sarkozy quand il se souvenait qu'il était un Français de sang mêlé que quand il a raconté que la République c'était 2 fois des frites. Parce que la République, on pouvait mettre une petite tranche de jambon de dinde pour les petits juifs et les petits musulmans. Vous voyez, ça c'est mon idée. Ou des menus végétariens. Ou des menus végétariens. Mais c'est pas la République. J'ai pas fini. C'est pas la République.
Comment c'est pas l'âge? Non, mais je veux dire par là que la République... Ah, vous allez nous Ça, c'est l'exciter des sur concepts la économiques. déclaration de Des presse, là. concepts. Je suis désolé, encore une fois, les faits parlent. Non, Même. je dis... Ah bah, quel rapport? Ben, je vous le dis quand même. Ah oui, c'est là. Bah, Non. Dire qu'on peut par exemple ne pas prendre un noir parce qu'il est noir dans sa boîte, irait. Et tous les gens qui Ah sont oui, c'est venus là, un noir parce qu'il c'est à ce moment-là, pardon. est noir dans sa boîte, ça c'est beau, ouais. Non, c'est non. top. Vous savez très bien que j'ai pas dit ça. Et que c'est un problème beaucoup plus de fond. Je peux... Alors, vous n'êtes pas là pour faire du procès d'abord, premièrement. Et mais vous êtes pas là pour dire que ce que je raconte c'est bidon. Si. Non, Bah, si. parce que si les Arabes demain et les immigrés et tous les gens qui sont venus ici se barrent, vous êtes dans la merde pour faire votre ménage. Vous avez compris? C'est un argument de bidon. Bon, alors, Et voilà. de bobo, de Cette bourgeois. phrase, voilà. Qui a besoin Vous êtes un grand d'esclaves. humaniste. Qui a besoin d'esclaves. Avec des mecs comme vous, Ok, on va pas vous mettre d'accord. Mais pour le coup, ça arrive pas tous les jours, mais j'étais vraiment d'accord avec Zemmour. Et la phrase de Dupond-Moretti, elle est parfaite de ce que je vous dis là. C'est-à-dire, si les immigrés se barrent, vous êtes dans la merde pour faire votre ménage. Donc voilà, si vous voulez, la perception en fait. La perception entre le dire et la réalité entre le dire et le faire, c'est ça. Sur les questions d'antiracisme, de misogynie, de machin et tout. Désolé, je leur mets une couche, mais il y en a assurément plein d'autres. C'est Quatennens. Tu passes ta journée à défendre les femmes, à lutter contre les violences faites aux femmes, et tu mets des dorgnoles à ta femme. Mais je veux dire, Molière en aurait fait une pièce de théâtre. Il l'en a fait d'ailleurs. Donc c'est aussi ça le problème. Le jeu social qui pousse à ça. On est dans le misanthrope. Le jeu social, c'est ça. Il y a ce que vous dites, parce qu'en plus, tu es dans l'élite, tu passes à la télé, tu fais de la politique, donc faut incarner le truc. Et la réalité derrière, c'est que tu t'en branles. Tu t'en branles et que tu n'incarnes pas ton discours. Et on est humain. Je veux bien entendre cet argument de on est humain, tout le monde n'est pas parfait, tout le monde a ses contradictions. Il n'y a pas de problème. Mais il y a, si vous voulez, il y a la tartufferie des élites, et après, il y a la complexité de l'être humain, qui peut dire des choses et ne pas les incarner. Pourquoi pas? Mais quand tu prétends représenter les Français, quand tu prétends accéder au plus haut sommet de la pyramide, c'est-à-dire à l'élite, il y a un devoir d'exemplarité. En fait, tout ça pour ça. Finalement, tout ce que je viens de vous dire pour ça. Pour moi, l'exemplarité est indispensable. Et toute société qui se refuse à ça, qui à la fois refuse l'exemplarité à respecter et refuse d'applaudir l'exemplarité, c'est-à-dire... comment dire? Toute société qui refuse l'exemplarité des élites et qui, dans l'autre sens, n'accepte pas d'applaudir les élites parce qu'elles sont les élites, pour moi, c'est une société perdue. C'est-à-dire qu'une société doit, sur le plan structurel, il doit y avoir des élites qui justifient leur qualité, et en bas de la pyramide, on applaudit ces gens-là parce que ce sont les élites. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de dire ce sont des salauds parce qu'ils ont du pognon et compagnie. Je trouve qu'il y a une articulation qui doit se faire, et aujourd'hui en France, on n'y est plus du tout. Et ces affaires-là en sont la preuve. Désolé, c'était long comme développement. Je me suis emballé aujourd'hui, je voulais vous en parler. Et du coup, je me suis emballé. Et il y a mon Elastic Trader qui dit « Merci beaucoup Rémi pour la réponse, c'est assez limpide. Dans quelques semaines, je signe mon CDI, je m'abonne et je t'offre quelques subs promis. Merci camarade. Félicitations. Félicitations déjà, on peut le dire. Je prends d'autres messages les amis. Il y a Gaëtan du 44 qui dit « L'humanisme, c'est le vernis pour légitimer l'immigration, alors qu'en fait, c'est pour faire venir des travailleurs pauvres qui accepteront toutes les conditions possibles. On peut. » Jean Yeud qui dit « Mais en quoi il n'a pas été exemplaire? Il a pris une grande race en pleine question au gouvernement. » Bon alors là, Jean Yeud, si t'as, je respecte, hein, peut-être que j'ai pas été assez clair et tout, hein, mais si tu vois pas le problème avec tout ce qu'on dit là depuis 40 minutes, je peux rien pour toi, camarade. Si pour toi le problème c'est que le seul souci c'est qu'il eût pris de la coke en pleine Assemblée nationale, si pour toi c'est ça le problème, là je peux pas faire plus. Il y a que Osiris qui dit, mais c'est bien, ça fait le débat, qui dit l'exemplarité commence ailleurs, pas sur un truc aussi futile et privé. Moi, je pense que si. Je pense que la sphère privée ne regarde pas les gens, mais ce que vous y faites est important quand vous prétendez représenter les Français. Si on parle purement de la sphère politique et des représentants des Français, je suis désolé. Comment dire, si vous voulez, je prends un exemple, et d'ailleurs pas tant abusé que ça, parce qu'un politicien hongrois a été tombé là-dedans, si je dis pas de conneries, chez Orban. Si vous passez toute votre journée à faire des discours homophobes et que le soir vous avez des relations homosexuelles,
Bien évidemment que ça ne regarde pas la société ce que vous faites sous votre couette, mais est-ce qu'on est bien d'accord qu'il y a comme une forme de contradiction? C'est comme ce qu'on appelle précisément la tartufferie, quoi. Donc, moi, je respecte les points de vue de tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'adhérez pas à cette idée-là, sur le fait que l'exemplarité commence avec ce qu'on fait, avec qui on est, sans que pour autant tout cela doit être exposé à ciel ouvert, là, je peux rien pour vous. On sera pas d'accord, mais je peux rien pour vous. Si pour vous, il n'y a pas de problème là-dessus, il n'y a aucun problème. Enfin, je respecte, quoi. Je respecte, mais pas de souce, j'ai envie de dire. Et d'autant plus, enfin, c'est un débat qui est très compliqué. Je pense que j'ai pas été très clair. Je suis désolé, les amis. J'aurais pu être un peu plus précis dans ce que je vous dis. C'était pas ouf, on va pas se mentir. Mais ce qui est hautement problématique aussi, c'est qu'on retrouve ce genre de problème du côté des politiciens qui, dans l'autre sens, prétendent légiférer sur la vie des citoyens. Vous vous rendez compte quand même de ça? C'est aussi ça le problème. À la limite, ce qu'il fait dans sa vie privée, pourquoi pas? Mais comment voulez-vous que quelqu'un qui ne subit pas la loi, qui s'en affranchit complètement et passe ses journées à faire des discours qui sont à l'opposé de ce qu'il fait? Et en plus, ce mec-là prétend légiférer et régler la vie des autres. Mais vous vous rendez compte déjà la schizophrénie que ça crée? Vous en faites des tarés, en fait, tout simplement. Donc, enfin, j'aurais dû mieux bosser mon truc. Je suis désolé parce que je parle un peu comme ça à l'envolée. C'est pas très clair, mais ça me sidère et en même temps, je cède à la colère. Voilà. Que Osiris qui dit, encore une fois, Rémi, je suis d'accord avec l'alignement paroles et actes, mais la seule vraie exemplarité, c'est le casier judiciaire vierge. Et oui, il y a plein de problèmes plus graves. Non, je ne suis pas d'accord. Enfin, je trouve que le débat est intéressant, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a Jean Eudes qui dit, si c'est pour faire la fête le week-end, quel problème? Ce qui me dérange plus, par exemple, c'est qu'un flic est appelé Valeurs Actuelles pour divulguer l'info. Nul doute que si ça avait été un député RN, ça ne serait pas sorti. Je respecte ton point de vue, camarade. Je respecte ton point de vue, mais je ne suis absolument pas d'accord parce que tu mets de la politique là-dedans. Genre, depuis tout à l'heure, je prends des pincettes pour expliquer que c'est pas une question de couleur politique. Si ton problème, c'est que ça touche la France insoumise, je peux pas plus, en fait. Je peux pas plus. À un moment donné, et je trouve ça chouette, voilà, qu'on puisse parler franchement, voilà, ça s'empoigne et tout. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si ton problème principal, c'est que ça vienne toucher la France insoumise, tant pis, tant pis. Si ton problème, c'est qu'il n'y ait pas d'affaire de drogue concernant le RN, au bout d'un moment, je pense que honnêtement, tu vas t'ennuyer à être sur juste milieu. Je te le dis franchement, tu vas t'ennuyer parce que ça fait 14 fois que je répète que c'est pas une question de couleur politique et il y a quelqu'un qui déboule et qui me dit « Ouais, mais si c'était le RN, on n'en aurait pas parlé. » Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si le délitement de la société, le problème, c'est la couleur politique, à un moment donné, voilà comment on arrive dans ce genre de société. Voilà, c'est comme ça en fait. C'est comme ça, c'est-à-dire que on voit les problèmes par le bout de la lorgnette et avec un angle qui est absolument pas le bon, quoi. C'est-à-dire que l'affaire Palmade, si on apprend que Palmade il vote RN, c'est plus ou moins grave. Enfin, faut arrêter. Nos élites sont dégénérées, certains membres des élites sont dégénérés, et c'est au peuple de s'emparer de ça. Mais si on regarde tout en regardant avec l'angle politique de dire « Ah oui, mais là c'est LFI et tout », mais il faut arrêter. C'est-à-dire que la gonzesse de Quatennens, t'as pas envie de la plaindre parce que c'est une fois de plus un mec LFI qui est touché, mais on s'en bat les couilles en fait. On s'en bat les couilles. À un moment donné, faut arrêter. Ça me met hors de moi d'entendre encore ce genre de truc. On est dans une société où il se passe des trucs, mais de fou. On commence à avoir des élites qui sont tarées. Et nous, le peuple, on est là en disant ouais, mais les médias, ils tapent pas sur le RN. Ah d'accord, ok. Donc c'est le souci, quoi. C'est pas joyeux, c'est pas contre toi, je prends de manière générale, mais c'est un truc qui me rend dingue. Et tu me réponds, camarade, c'est absolument pas mon problème, je suis pour la dépénalisation pour tous, la drogue n'a pas de couleur, dans mon métier, j'accompagne tout le monde. Mais je sais pas quel est ton métier, et grand bien te fasse, mais moi, pour le coup, ça n'est pas mon idée, mais on va sur un autre sujet. Et Nico Geek 4 qui dit Rémi, ne faut pas se mentir, certains flics se font un plaisir de mettre une cartouche sur la gauche. Mais oui, alors et Ufovni 76, je sais qu'elle aime pas quand je parle de Quatennens, qui dit pourtant tu arrives à parler de Quatennens quand tu parles de drogue ou d'immigration. Regarde, tu reparles de lui une 4e fois que le sujet a rien à voir. Mais Ufovni, on a déjà eu cette discussion plusieurs fois. Honnêtement, si ça t'embête que je parle de Quatennens, va regarder d'autres émissions, va chez Usul, parce que je t'assure que j'en parle plusieurs fois aujourd'hui et je vais encore en parler. Vraiment, je vais encore en parler. Parce que pour moi, c'est la lie de la politique. Je te le dis tout de suite. Il est le symbole de la lie de la politique.
comme les Cahuzac, comme les Valls, comme des gens comme... comment il s'appelle Ménard, comme des gens comme Robert Ménard. Pour moi, c'est la lie de la politique. Donc franchement, si ça t'enquiquine, je te le dis très gentiment, en toute amitié, vaut mieux que tu ailles regarder une autre émission. Parce que tu te fatigues, tu me fatigues. À chaque fois, à relever ce genre de choses, c'est assez pénible. Et je pense à toi, je pense à ton bien-être. Tu vas te faire chier, en fait. Tu vas vraiment te faire chier. Si tu attends à ce qu'à un moment donné, j'arrête de parler de ça, pour moi, c'est un symbole de ça. Et tu dis, cher Ufovni, je l'aime pas, mais il y a tellement de personnes où la drogue est directement le sujet. Je vois pas le rapport. Après, disons qu'il faut suivre aussi, quoi. Faut écouter ce que je dis. Si tu veux, je parle d'affaires de politique qui, sur le plan symbolique, démontrent la même chose. Je parle pas que d'affaires qui sont liées à la drogue. Donc après, faut suivre aussi. C'est aussi ça la délicatesse du format, c'est que c'est pas un TikTok, quoi. C'est sûr qu'on parle pendant 45 minutes. Donc voilà. Mais par contre, pour revenir à ce qui était dit juste avant, effectivement, que la police fasse plus facilement filtrer les trucs quand ça concerne des politiciens de gauche ou d'extrême gauche ou LFI, évidemment. Mais je l'ai dit au début, en plus, les amis. Donc je comprends, tout le monde arrive à des moments différents dans l'émission et tout, il n'y a pas de problème. Mais les pincettes que je prends, vous le savez, hein, Ufovni, t'es infidèle et tout, pas de problème. Vous le savez, les amis. Donc, arrêtons de chercher la petite bête sur des trucs qui ne sont pas mon sujet. Il faut le dire combien de fois pour que les gens soient rassurés de dire bon, ok, Kerbrat, c'est un petit scandale politique, mais bon, il faut quand même préciser qu'il y a des scandales ailleurs. Je veux dire, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Enfin bon, bref, je trouve ce sujet intéressant, et c'est une fois sensible parce qu'effectivement c'est au milieu de plein de choses, et je comprends l'agacement de certains, je comprends tout ça, mais voilà quoi, voilà un petit peu les amis, on va pas radoter, j'ai dit pas mal de choses déjà, donc voilà un petit peu les amis, ce que je pouvais vous dire sur tout ça, 18h04. 18h04, les amis, 18h04. Donc, on va garder le sujet du budget pour demain et des États-Unis aussi. Je vous parlerai de ça demain, les amis. Il y a des choses pas mal. Il y a des choses pas mal, mais je dois filer. Voilà, je dois filer, les amis. Donc, voilà pour aujourd'hui ce qu'on pouvait se dire. On va se retrouver demain à 16h30 ou 16h45 pour le Juste Bistrot, évidemment. Et puis, merci les amis d'avoir été là une fois de plus. J'aime ces sujets où on s'empoigne, il y a de la vie. Voilà, c'est ce qui nous plaît. À demain les copains. Vive la rigolade, vive la France et surtout on garde la banane, on est ensemble. Ne l'oubliez pas. Voilà, à demain.